Je vous avais dit qu'en janvier j'avais pas mal lu, par conséquent il est grand temps que je vous fasse un nouveau point lecture. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, vous l'aurez compris, comme d'habitude, nous allons donc parler bouquins et parler de 4 lectures que j'ai pu faire dernièrement. Au programme du jour, un roman plutôt classique, un recueil de nouvelles, un policier historique ainsi qu'un thriller français somme toute plutôt classique. En clair, un petit panel assez représentatif de ce que je vous présente régulièrement sur la chaîne. Et comme les vidéos dernièrement postées sur la chaîne étaient un petit peu longues à mon goût, je vous propose que l'on commence tout de suite dans le vif du sujet. Le tout premier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de 24 heures dans la vie d'une femme de Stefan Zweig aux éditions Le Livre de Poche. Alors je dis roman, mais je pourrais presque dire nouvelle parce qu'on est sur un titre qui fait à peu près 160 pages. J'avais beaucoup entendu parler de cet auteur sur différentes chaînes, auteur qu'à la base, je reconnais, je ne connaissais pas du tout. Mais je sais pas, à force d'entendre ce nom qui revenait et surtout d'entendre tous les bons commentaires qui allaient avec, et ben moi je suis comme tout le monde, hein, je me suis laissé tenter. Je crois en avoir surtout entendu parler sur la chaîne d'Amélie, donc je mettrai son pseudo ici. Et je vous dis, hein, depuis que j'ai entendu parler de cet auteur, ce nom a accroché comme ça ma mémoire et je me suis dit ok, je vais finir par tenter l'aventure parce que apparemment cet auteur a quelque chose en plus, et j'avais donc hâte de me faire moi-même mon propre avis. Alors pour la faire très simple, dans cette histoire, au tout début on est dans une espèce d'hôtel, pension de famille, dans laquelle donc vivent plusieurs groupes de personnes. Tout se passe bien jusqu'au jour où, je crois que c'est Madame Henriette, une femme mariée, bien sous tout rapport, etc., va du jour au lendemain partir avec un pensionnaire français qui était là genre depuis 3 jours. Et cela fait donc pas mal parler dans la pension puisqu'on se dit waouh, comment cette femme, cette mère de famille a pu partir comme ça sur un coup de tête avec un homme qu'elle connaissait à peine. Bref, de là vont donc partir certains échanges sur le sujet et notre protagoniste va un jour recueillir les confidence, on va dire, d'une vieille Anglaise qui vit également dans cette pension et qui va lui raconter 24 heures de sa vie durant lesquelles elle a elle-même vécu quelque chose qui l'a complètement chamboulée et qui lui a fait faire des choses qu'elle ne faisait pas habituellement. Bref, 24 heures de la vie de cette femme, c'est donc le propos principal de ce récit. En même temps, vous allez me dire, Reed, vu le titre, on s'en doutait un peu. Alors comme je vous l'ai dit, hein, je n'avais personnellement jamais lu de Stefan Zweig avant ce roman-ci, mais j'en avais entendu beaucoup parler et surtout entendu beaucoup de bien. Et désormais, je comprends enfin pourquoi cet auteur est autant plébiscité. Sans pour autant dire que j'ai vraiment adoré ce roman, je reconnais que sa plume a quelque chose de très singulier, à la fois forte, profonde, élégante, mais aussi très brutale. En fait, cette histoire, c'est vraiment la démonstration avec force des affres de la passion. Parce qu'en effet, dans ce titre, l'auteur va vraiment venir nous dépeindre la passion, alors non pas dans son aspect, vous savez, très romantisé, mais plutôt dans tout ce qu'elle peut avoir de soudain, de brutal et de destructeur. Au travers des 2 personnages, je dirais, principaux de cette histoire, le lecteur va du coup faire l'expérience, alors d'un côté de la passion du jeu, mais aussi de la passion charnelle. Et on se rend bien compte à quel point les deux sont extrêmement difficiles à vivre. J'ai trouvé qu'il se dégageait du personnage de cette vieille Anglaise qui va venir nous raconter 24 heures de sa vie quelque chose de très touchant et de très élégant, et en même temps que son personnage, en tout cas son elle du passé, dégageait une espèce de folie fiévreuse, complètement assumée et consciente, et vraiment l'antagonisme des deux était très intéressant. En fait, en tant que lecteur, lire 24 heures de la vie d'une femme, c'est tomber dans une espèce de tourbillon. C'est expérimenter l'espèce de rouleau compresseur de la passion qui écrase tout sur son passage sans laisser le choix. Alors, je ne dis pas que je lirai du Stefan Zweig tous les jours,
mais dans le genre roman classique, je trouve qu'il vaut vraiment la peine d'être lu parce que ce n'est pas ennuyeux, ce n'est pas chichiteux, que sa plume présente beaucoup de beauté et en même temps une grande force dans les idées et dans les propos, et rien que pour ça, on comprend un petit peu pourquoi ce monsieur a comme ça traversé les générations et continue à être lu. En plus de ça, c'est un roman court, donc parfait pour découvrir l'auteur. En même temps, il me semble avoir compris que la plupart des romans de Stefan Zweig sont de toute façon des romans très courts. Ceci dit, on va pas se mentir, ce n'est pas bon de déplaire. Je pense donc que je découvrirai d'autres titres de Stefan Zweig parce que, à ma foi, ce que j'ai pu voir de ce roman-ci m'a beaucoup plu, m'a plutôt convaincu et surtout m'a donc donné envie d'aller creuser un petit peu plus loin dans sa bibliographie. Donc, si vous avez des titres de lui à me recommander, allez-y, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Mais il se pourrait que potentiellement j'ai déjà fait l'acquisition de certains autres de ses romans. C'est une possibilité. J'aurais pas grand chose de plus à vous en dire parce que ça reste une histoire assez simple et un roman plutôt court, mais ouais, vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est qu'à l'occasion, n'hésitez pas à tenter Stefan Zweig parce que ça vaut plutôt le détour dans son genre. En ce mois de janvier, j'ai également lu un titre qui m'a été offert pour Noël par Séverine, donc il y a assez peu de temps, et vous voyez, je l'ai déjà sorti. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, c'est vrai que dernièrement, les romans qui sont rentrés récemment dans ma pile à lire, que l'on m'a offert ou que pour la plupart je me suis moi-même offert, en sortent généralement assez rapidement parce que tout simplement désormais lorsque je fais des achats de livres, c'est vraiment des livres que j'ai envie de lire là très rapidement, donc c'est plus des titres qui dorment dans ma pile à lire. Bref, tout ce petit laïus inutile pour vous dire que j'ai donc lu Quelque part avant l'enfer de Nico Takian aux éditions Pocket. Alors que se passe-t-il donc dans ce roman? Eh bien tout simplement on va suivre Anna qui est une femme, mère de famille, tout ce qui est plus classique, qui un matin dépose son fils je crois à l'école, elle remonte dans sa voiture, elle démarre et là bim, c'est le choc intersidéral avec un smirmorque, autant dire que sa petite cacahuète n'a pas vraiment tenu la route face à ce mastodonte. Anna en ressort donc in extremis, mais durant ce choc et ce qui en a suivi, elle a vécu ce qu'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente. Elle a eu une sorte de sortie de corps, elle s'est vue et elle a aussi expérimenté des... Voilà, elle a entendu des sons, elle a vu une silhouette un petit peu bizarre qui, entre autres, lui a dit quelque chose comme « je vais te tuer ». Et suite donc à cet accident dont elle est sortie vraiment miraculeusement, elle va vivre des choses au quotidien un peu troublants. Elle va avoir l'impression d'être suivie, d'être même carrément menacée par quelqu'un ou quelque chose, elle ne sait pas trop, toujours est-il que son quotidien n'est pas des plus enviables. Et en parallèle de ça, on va également suivre Cerizol, qui est un flic qui va devoir, de façon assez classique, enquêter sur une série de meurtres. Et bon, je vous fais pas un dessin, vous vous en doutez bien, un moment ou un autre, les deux histoires vont se rejoindre. Alors, j'ai déjà quelques romans de Nico Takian à mon actif, je pense que j'ai dû en lire peut-être 5-6 déjà de lui. Mais avec ce titre-ci, eh bien, j'ai découvert tout simplement son premier roman. Oui, je ne le savais pas, mais c'est précisé au tout début. Il s'agit du tout premier roman de l'auteur. Ah bah faut bien commencer quelque part, hein. Bon bah Nico Takian, il a commencé par là apparemment. On retrouve déjà dans ce premier opus certaines caractéristiques de l'écriture de Nico Takian que l'on va pouvoir voir dans ses autres romans qu'il a pu écrire par la suite, tels que des chapitres très courts, une écriture assez simple et très fluide, des romans de façon globale plutôt courts, avec un rythme également plutôt soutenu, mais j'ai également noté quelques différences justement par rapport à tous les autres titres que j'ai pu lire de cet auteur. Tout d'abord, dans Quelque part avant l'enfer, bien que l'on ait effectivement une enquête, je dirais, en toile de fond, on est avec un titre qui, pour moi, pourrait plutôt être classé dans la catégorie, vous savez, thriller domestique et ou thriller psychologique. Puisqu'en effet, comme je le disais, le personnage principal pour moi de ce roman reste
Anna, cette mère de famille qui donc a subi un accident et suite à ça a vécu une EMI. Alors l'EMI, qui est donc une expérience de mort imminente, parlons-en justement. J'ai trouvé que sans conteste, c'était vraiment le point positif et original de cette histoire. En effet, c'est une thématique que je ne pense pas avoir déjà rencontrée dans mes lectures, bien que je la connaissais à titre personnel. Et je trouve ça très intéressant vraiment que l'auteur se soit basé là-dessus pour vraiment venir mettre en place tout autour son intrigue. Le problème, mais bon, c'est souvent le cas avec les romans de Nico Takian, c'est que ça manquait de développement. Bah oui, hein, vous le savez, moi j'aime quand on y va à fond et qu'on va dans les choses en profondeur et pas juste quand on effleure les choses comme ça. Surtout quand il s'agit, en plus de ça, de thématiques intéressantes qui me donnent envie d'en savoir plus. Avec une telle thématique, il y avait vraiment beaucoup à dire et je vous le dis, hein, en tant que lectrice, vraiment, j'avais envie d'en avoir plus sur le sujet. Le rythme de l'histoire est, ma foi, plutôt bien mené, le suspense est également assez bien maîtrisé. L'auteur nous emmène sur plusieurs pistes possibles pour tenter de nous perdre. Alors, c'est un procédé, somme toute classique, mais plutôt efficace. Mais j'avoue que la fin ne m'a pas surprise et m'a même un peu déçue parce que je l'ai trouvé un petit peu éculé et un petit peu déjà vu en tout cas dans ce type de roman. Concernant les personnages, malheureusement je me suis attachée à aucun d'entre eux. Il manquait pour moi d'épaisseur, alors même si l'auteur s'est tout de même un peu amélioré par la suite à ce niveau-là, on va pas se mentir, hein, lorsque je débute un roman de Nico Takian, je ne le fais pas pour y trouver des protagonistes extrêmement fouillés. L'ambiance, quant à elle, est plutôt bien réussie par contre. Je trouve que on ressent en tant que lecteur bien l'oppression et l'angoisse qui s'immiscent petit à petit dans le quotidien d'Anna et on essaye de comprendre vraiment avec elle ce qui peut se passer. Je le répète, mais ça me paraît important. Par contre, l'enquête policière est très légère. J'avais presque l'impression qu'elle était surtout présente pour donner un peu de corps au roman et aussi pour justifier entre guillemets la fin, mais vraiment, ne lisez pas ce titre si vous avez envie d'y trouver un roman policier pur, parce que là pour le coup je pense que vraiment vous pourriez être déçus. Je suis en train de penser que je vous ai dit que l'enquête était menée par un flic qui s'appelle Cerizol et en fait je viens de tilter que pas du tout. J'ai totalement mélangé avec un autre roman policier que j'ai lu il y a pas longtemps, parce que dans celui-ci, le flic en question ne s'appelle pas donc Cerizol, mais s'appelle Z. Rien à voir. Mais alors, rien du tout. Je crois que c'est signe qu'il faut peut-être que j'alterne un petit peu mes lectures de romans policiers avec d'autres trucs. Soit, j'allais donc vous dire que, avec le personnage de Z, j'ai cru déceler certains prémices du personnage central de Tom Arcane que l'auteur a créé par la suite. Parce qu'il m'a semblé quand même que les deux personnages avaient de nombreux points communs, notamment par exemple leurs origines à aller chercher du côté de l'Arménie. En résumé, pour un premier roman, c'est plutôt efficace, ça annonce assez bien ce vers quoi l'auteur va évoluer par la suite, ou a évolué par la suite, puisque bon, du coup c'est un titre qui n'est pas tout jeune, vous l'aurez compris. Pour les lecteurs occasionnels du genre, je ne doute pas une seconde que cette lecture sera non seulement divertissante, mais aussi, j'imagine, surprenante. Cependant, pour les lecteurs assidus du genre tels que moi, vous risquez de sentir certaines grosses ficelles et également de terminer votre lecture avec un sentiment un petit peu de déjà-vu. C'était donc une lecture, somme toute, vraiment agréable, mais peut-être un petit peu trop facile à mon goût, et même si je suis vraiment ravie d'avoir découvert donc le premier roman de Nico Takian, il n'en reste pas moins que, pour ma part, ce ne sera pas le titre à retenir de sa bibliographie, ce ne sera pas le meilleur de lui, loin de là. Et vous me direz, c'est tant mieux pour lui, parce qu'on en connaît aussi pas mal, hein, des auteurs qui ont tout donné comme ça sur leur premier jet et qui derrière ont eu beaucoup de mal à écrire d'autres choses et n'ont sorti que quelques boosts par-ci par-là. C'est aussi un cas de figure qui existe. C'est donc plutôt rassurant pour lui, ça montre au moins qu'il a su s'améliorer et évoluer en tant qu'auteur, et ma foi, j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à un auteur, non ?
Donc ouais, une lecture facile, cool, sympa, mais pas la meilleure de Nico Taquian. Ensuite, nous allons rester dans le genre policier, mais là, on va remonter une paire de décennies, puisque je vous emmène avec moi en 1830. Rien que ça. Car ça y est, j'ai enfin lu Le Bureau des Affaires Occultes d'Éric Foissier aux éditions Le Livre de Poche. Je dis enfin lu parce que ce titre est sorti il y a un moment en grand format. Il avait fait, j'ai l'impression, grand bruit lors de sa sortie. Et un peu comme d'habitude, j'arrive après la bataille. Que voulez-vous, mieux vaut tard que jamais. Alors, dans ce titre, on va donc suivre Valentin Verne, qui est un jeune flic qui travaille au service des mœurs à Paris, qui va être un jour détaché de ce service des mœurs pour enquêter sur le suicide plutôt troublant d'un garçon de bonne et riche famille qui fait du coup un peu tâche et qu'on a un peu de mal à comprendre. Et en parallèle donc de cette enquête, on va aussi avoir un récit au passé durant lequel on va suivre un petit garçon qui va être séquestré, qui va subir des sévices absolument affreux de la part d'un homme qu'on appelle donc le vicaire. Un récit donc à double temporalité, une enquête policière au début du 19e siècle. Ma foi, ça résume plutôt bien ce roman. Si je devais résumer en 2 mots, je dirais que c'est encore une saga historico-policière, ma foi, plutôt agréable et encore bien écrite. Le seul problème finalement que j'ai eu lors de la lecture de ce roman, c'est que j'ai lu il y a peu les 2 premiers tomes de la saga de Gabrielle Joly, écrite par Henri Leeuwenbroek, que j'ai beaucoup aimé, souvenez-vous, et donc, en comparaison, celui-ci forcément m'a semblé un tout petit peu en dessous. Alors je ne suis pas du tout généralement pour les comparaisons entre les œuvres, hein, ce n'est pas un but du tout en soi, mais c'est vrai que j'ai lu là les 2 à une période très rapprochée, que les 2 se déroulent, se situent à Paris, que les 2 prennent place pratiquement à la même époque. Le Bureau des Affaires Occultes se passe un tout petit peu plus tard que Le Loup des Cordeliers et Le Mystère de la Main Rouge, qu'en plus de ça, les 2 sagas ont un personnage central masculin qui enquête sur un mystère. Bref, c'est vrai que les comparaisons étaient, ma foi, très faciles à faire. Pour le coup, comparativement au roman Le Loup des Cordeliers, celui-ci penche plus pour moi du côté roman policier et un peu moins du côté roman historique, parce que même si l'auteur prend le temps de planter son décor par rapport à l'époque qui est évoquée, c'est vrai que les détails qui concernent l'histoire de France sont au final assez légers, en tout cas assez légers comparativement au Loup des Cordeliers, vous aurez compris. Il faut dire que, comme je vous l'ai dit précédemment, dans ce roman-ci, on suit vraiment un flic qui est donc détaché de ce service des mœurs pour enquêter sur ce suicide de fils de bonne famille. Donc forcément, le côté enquête policière va être extrêmement présent, parce que tout simplement, c'est son taf. J'ai beaucoup aimé globalement l'ambiance, la gouaille du parler français de l'époque qu'on a parfois dans certains passages, et puis aussi tout ce qui concernait les prémices de la police scientifique. Parce qu'en effet, le personnage de Valentin Verne est passionné depuis son plus jeune âge de chimie, de physique, de plantes et autres. Et il se sert donc de tout ce savoir pour enquêter. Vous le voyez là, le rapport avec les débuts de la police scientifique. Au-delà de potentiellement donc apprendre des choses au lecteur qu'il ne connaissait pas, ça donne aussi à ce roman un petit côté Sherlock Holmes qui, ma foi, n'était pas pour me déplaire. J'ai globalement beaucoup aimé l'histoire, toutes les ramifications historiques véridiques qui sont faites, ainsi que le personnage d'Aglaé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage de femme déterminée qui n'a pas froid aux yeux. J'ai aussi globalement bien aimé le personnage de Valentin Verne, mais c'est vrai que là encore, malheureusement pour lui, il souffre un peu de la comparaison avec Gabrielle Joly. J'adore vraiment ce personnage de Gabrielle Joly, et c'est vrai que du coup, en comparaison, Valentin Verne avait tendance à me paraître un peu trop froid, un peu trop fermé, avec moins d'humanité et moins d'humour aussi.
Malgré tout, vous en doutez, au fur et à mesure de l'histoire, on apprend à mieux le connaître. Et j'avoue que sur la fin du roman, j'ai franchement vraiment commencé à m'attacher à lui. Par contre, pardon, hein, mais alors j'ai rarement vu un titre plus mal choisi que celui de ce roman. Vraiment, il faut qu'on en parle, hein, parce que sachez que le fameux Bureau des Affaires Occultes n'apparaît que dans le tout dernier chapitre. Il n'y a pas comme un petit problème de cohérence là? J'ai bien aimé la fin, même si j'aurais apprécié qu'elle soit un peu plus étirée pour avoir un peu plus de précision. Éric Foissy a par contre su livrer quelques retournements de situation, dont un en particulier que je n'avais pas du tout vu venir, ce qui m'a franchement réjoui. Parce qu'on va pas se mentir, hein, dans ce genre de roman policier, c'est toujours jouissif de se faire berner et autour d'un chapitre comme ça de s'écrier « Mais non, non, sérieux? Comment c'est possible ?» Bref, pour ça, merci à l'auteur parce que vraiment, ça je l'avais pas vu venir. L'auteur a également pris soin de laisser en suspens une sorte d'histoire secondaire que l'on imagine parfaitement être du coup le fil conducteur avec les prochains tomes et je vous avoue que j'ai bien envie d'aller tirer, voir là où ce film mène. Parce que oui, hein, vous l'aurez compris, j'ai donc vraiment apprécié ce premier tome qui m'a donné envie de continuer à découvrir le reste de la saga. Oui, je sais, j'ai déjà plein de sagas en cours. Ce n'était peut-être pas le choix le plus judicieux à faire, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, on ne choisit pas toujours. Et puis au moins, c'est une saga qui m'emballe et qui me donne envie. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les sagas que j'ai commencées. Et pas terminé. Attention par contre, je préfère le préciser, dans ce titre il y est donc tout de même question de sévices et en particulier de sévices sexuels sur des enfants. Alors même si les scènes en question ne sont pas particulièrement détaillées, c'est tout de même un élément important de l'histoire et donc je préférais le mentionner pour les lecteurs que potentiellement ça pourrait heurter, parce que je peux tout à fait le comprendre. Et je viens de me dire que c'est une thématique qui bizarrement revient assez régulièrement dernièrement dans mes lectures, et ça ne plaît pas particulièrement, je vous avoue. Bon, en tout cas, j'aimerais bien là que dans les prochains bouquins que je vais lire, on passe peut-être à autre chose. Parce qu'à chaque fois, c'est des thématiques qui ressortent alors qu'elles ne sont pas du tout explicitées dans le résumé, donc bon. C'est un peu la mauvaise surprise du chef. Pour le moment, ce n'est donc pas un coup de cœur du tout, et vous l'aurez compris, dans le genre, j'ai tout de même une vraie préférence pour la saga écrite par Henry Levenbrook, mais il n'en reste pas moins que c'est bien écrit, c'est bien rythmé, c'est intelligemment fait, et je viens de me rendre compte que là, quand même, en peu de temps, c'est déjà la seconde saga historico-policière qui me plaît et qui me convainc. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Deviendrai-je friande de romans historiques? Je m'étonne moi-même. Écoutez, ma foi, on va continuer à tenter l'expérience et advienne que pourra. Je vais me laisser porter et voir un petit peu où cela va me mener. Vous l'aurez donc compris, hein, c'est pas impossible qu'en 2024 vous retrouviez régulièrement sur cette chaîne des romans historiques. Et pour terminer ce point lecture, sans surprise aucune, je vais bien sûr vous parler, une fois de plus, de mon auteur chouchou. Hein. Bah, on se refait pas. Hein. Ceci dit, là, je vous ai prévenu. Hein. Dans toutes les vidéos, dernièrement, je vous ai dit, en 2024, je vais continuer à vous casser les pieds avec Stephen King. Bon bah voilà, vous étiez prévenus, et donc vous n'allez pas être étonnés de voir que j'ai lu donc Minuit 2 de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Ces magnifiques couvertures. Merci encore Le Livre de Poche d'avoir réédité les romans de King parce que juste j'aime beaucoup trop. Et qu'en plus de ça, ma foi, ça rend plutôt bien je trouve dans ma bibliothèque. Bref, j'ai donc, comme je le disais, lu Minuit 2 qui est non pas un roman mais un recueil de nouvelles. Un recueil d'ailleurs de 2 nouvelles. La première qui s'intitule Les Langoliers. Vous en avez très certainement déjà entendu parler parce que je pense que c'est vraiment l'une des nouvelles les plus connues de King. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, toujours est-il que c'est le cas. Parce qu'aussi, il y a une adaptation qui en a été faite.
et la seconde qui s'appelle... Je réfléchis parce que j'ai le titre du film qui me vient tout de suite en tête, mais le titre de la nouvelle est un petit peu différent. Vue imprenable sur Jardin secret, qui a donc été adapté en film sous le titre Fenêtre secrète avec en acteur principal Johnny Depp. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Après donc ma lecture de Si ça saigne, qui fut mon premier petit coup de cœur de 2024 et qui était un recueil de nouvelles, eh bien sans surprise, j'ai très rapidement eu envie de me replonger dans un autre recueil de nouvelles de Stephen King. Je me suis donc jetée sur Minuit 2, un peu par hasard parce que de toute façon j'avais le choix des recueils de nouvelles de cet auteur qui m'attendent. Je pense que je dois en avoir bien 5-6 sous la main. Alors je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas un coup de cœur comme le fut Si ça saigne, mais ça n'en reste pas moins une très bonne lecture. Les deux nouvelles ne se valent pas tout à fait, la première étant clairement pour moi la plus intéressante et la plus aboutie. D'ailleurs de nouvelles, j'ai presque plus envie de parler de petits romans, parce que la première nouvelle fait plus de 300 pages et la seconde plus de 200 pages. Autant dire qu'il y a des auteurs qui très régulièrement publient des romans de bien moins de pages que ça. Amélie Nothomb et Philippe Besson pour ne citer que. Et qui en plus de ça répètent le procédé tous les ans. Et ça fonctionne toujours autant. Comme je le disais donc, la première nouvelle s'intitule Les Langoliers et j'ai beaucoup aimé cette très longue nouvelle, comme je le disais, où on est pour moi même plutôt sur un roman. J'ai été très vite happée par l'histoire. En même temps, il faut dire que cette histoire de passagers qui disparaissent pratiquement tous d'un avion en vol a tout de même de quoi intriguer. Oui, parce que honte à moi, je ne vous ai même pas fait un résumé de l'histoire. Donc, dans Les Langoliers, on va au tout départ suivre un pilote de ligne qui vient d'atterrir, mais à peine a-t-il atterri qu'on lui apprend que malheureusement sa femme vient de décéder, enfin son ex-femme vient de décéder dans l'incendie de leur appartement à Boston. Donc ni une ni deux, il remonte dans un avion pour repartir direction Boston pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et arranger tout ça. Et donc il monte dans cet avion, il s'endort et à un moment il se réveille et là bizarrement ils ne sont plus qu'une dizaine de passagers dans l'avion. Tous les autres passagers ont disparu, le pilote et le copilote ont disparu. Il ne reste plus que certains objets personnels de certaines personnes, typiquement une montre, un implant dentaire, une tige en titane qu'un passager avait par exemple dans la jambe, des bijoux, enfin voilà, vraiment des effets personnels très bizarres d'ailleurs pour certains. Mais tous les autres passagers ne sont plus là, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout le mystère justement de cette nouvelle. À ce mystère de base, King est venu greffer une sensation de mal-être, puis une angoisse qui ne fait que monter au fur et à mesure, pour terminer en tension extrême et en une course contre la montre à glacer le sang. Comme d'habitude, de nombreux aspects des romans de King sont présents dans cette nouvelle. On a bien sûr ce stress omniprésent et même l'horreur incarnée par ces langoliers dont on ne sait s'ils sont vraiment réels ou non, mais qui ne manquent pas en tout cas de diffuser cette ambiance à la fois glauque et angoissante à la King. On suit également un petit groupe de personnages qui sont animés par une espèce de quête qu'ils veulent mener à bien, ce qui est là encore quelque chose de régulièrement présent dans les romans de Stephen King et quelque chose qu'il maîtrise plutôt bien. Les personnages sont chouettes, attachants, bien pensés, bien écrits et bien sûr au milieu de tout ça, nous avons un écrivain. Et puis j'ai beaucoup aimé cette nouvelle parce qu'au-delà du fait qu'elle délivre la bonne dose d'angoisse, j'ai trouvé que c'était aussi une formidable histoire sur la thématique du temps. Si jamais vous entendez des petits ronflements un peu bizarres, non, ce n'est ni mon fils ni mon conjoint, c'est mon chat qui ronfle. Oui, et pourtant elle est pas juste à côté de moi, mais d'ici je l'entends. Et oui, Lady Sprout a beau se la jouer chat de la haute, il n'en reste pas moins que c'est un chat qui ronfle.
Je disais donc, c'est une nouvelle sur le temps qui passe, sur les voyages dans le temps et sur tout ce que l'homme a pu fantasmer ou imaginer à ce sujet, que ce soit dans la réalité ou dans les œuvres de fiction. J'ai beaucoup aimé la proposition de King à ce sujet et si je l'ai autant apprécié, je pense, c'est parce que Stephen King a su la transformer en une belle ode à la vie. Oui, bien sûr, le temps passe inexorablement pour chacun d'entre nous, mais je trouve qu'avec Les Langoliers, King nous exhorte vraiment à vivre pleinement chaque seconde qui passe, comme si c'était la dernière. Une nouvelle donc mystérieuse qui se fait de plus en plus noire au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture pour au final terminer sur un éclat de lumière, ma foi, fort appréciable. C'est donc, vous l'aurez deviné, hein, une nouvelle qui est très teintée science-fiction, mais c'est aussi une histoire dont je pense vraiment je me souviendrai un bon moment parce que je sais pas, elle a su profondément me marquer et c'est peut-être d'ailleurs pour cette raison qu'elle fait partie de ces nouvelles de King les plus connues. Et du coup, j'ai bien envie de regarder l'adaptation qui en a été faite et en même temps j'ai un peu cette appréhension de me dire est-ce que l'adaptation ne va pas venir peut-être ternir ce bonheur de lecture que j'ai pu avoir à la découverte de cette histoire. Donc je sais pas, je vous avoue que là tout de suite je suis un peu le cul entre deux chaises, donc si jamais vous avez lu cette nouvelle et que vous avez aussi vu l'adaptation cinématographique, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire vraiment si ça vaut le coup, si vous me recommandez de regarder l'adaptation ou pas, parce que là tout de suite, je suis un peu paumée. La seconde nouvelle, comme je le disais, s'intitule Vue imprenable sur Fenêtre secrète, et là pour le coup, j'avais déjà vu l'adaptation cinématographique il y a de ça de nombreuses années, et si je me souvenais du gros de l'histoire, par chance, j'avais aussi oublié pas mal d'éléments de cette histoire, dont notamment la fin, et c'est tant mieux. Pour moi, comme j'ai dit, donc, cette seconde nouvelle est clairement en deçà des Langoliers. Dans cette seconde nouvelle, Stephen King s'est de nouveau attaqué à l'une de ses thématiques favorites, ou en tout cas à l'un des sujets qu'il maîtrise le mieux, et pour cause, puisque tout simplement c'est son quotidien, c'est-à-dire le métier d'écrivain et tout ce qui peut aller avec, c'est-à-dire par exemple les difficultés liées à ce métier de passion qui parfois peut totalement se transformer en sacerdoce. Puisque donc dans Fenêtre sur Jardin secret, on va quasi exclusivement suivre Morton, qui est un écrivain qui vient tout juste de divorcer avec sa femme. Il a donc pris ses quartiers dans leur maison de campagne. Il en profite aussi pour essayer de se remettre justement un peu à l'écriture. Et un jour, un type plutôt bizarre va venir toquer à sa porte et l'accuser d'avoir tout simplement volé l'une de ses histoires, l'accuser donc de plagiat, ce dont Morton est persuadé que c'est totalement impossible. De là va donc s'enclencher un face-à-face psychologique et même un espèce de tourbillon psychotique qui n'aura de cesse d'aller crescendo. La tension est donc somme toute plutôt bien menée, hein, d'ailleurs tout comme dans Les Langoliers. Mais c'est vrai que parfois à la lecture, j'avais l'impression qu'on faisait peut-être un peu du surplace pour pas grand-chose. Généralement, je suis plutôt friande des romans de King dans lesquels il se concentre vraiment sur un personnage principal. Mais j'avoue que pour le coup, j'ai moyennement apprécié suivre Morton. Je n'ai vraiment pas eu d'attache ni d'affect avec ce personnage, et du coup, son duel avec Shooter, qui est donc l'homme qui est venu frapper à sa porte, m'intéressait dans le sens où, bien sûr, je voulais avoir le fin mot de cette histoire, mais pas non plus outre mesure, parce que du coup, quelle que soit l'issue, finalement, je savais que ça ne me toucherait pas. La fin est d'ailleurs un peu abrupte et pas forcément très originale. L'épilogue, quant à lui, est, je trouve, assez flou et, selon moi, peut être interprété de plusieurs façons différentes. Donc bon, si vous n'aimez pas les fins ouvertes, ma foi, passez peut-être votre chemin. Pour ma part, j'avoue que je suis ressortie de cette lecture avec une petite sensation d'inachevé, comme si, ouais, il m'avait manqué quelque chose dans cette histoire. Quelque chose en plus.
Cependant, comme je le disais, j'ai bien aimé la tension globale qui se dégage de cette nouvelle, ainsi que les thématiques de l'inspiration et aussi de la culpabilité. Parce qu'au final, ne plagions-nous pas forcément un petit peu autrui lorsque l'on crée, étant donné qu'on est sans cesse influencé par ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on goûte, ce que l'on expérimente. Bref, la discussion est ouverte. Vous avez 3 heures en commentaire. Allez-y, je vous lirai. En tout cas, c'était un questionnement qui, ma foi, moi, m'a fait pas mal réfléchir et que j'ai trouvé pas inintéressant. Dans l'ensemble, j'ai donc vraiment bien aimé ce recueil de nouvelles qui présente donc 2 nouvelles assez longues de King. Et je préfère largement les nouvelles longues de l'auteur plutôt que ces nouvelles parfois très courtes, comme par exemple dans le recueil Danse macabre. C'est un recueil qui, dans mes souvenirs, doit compter quelque chose comme peut-être 10 nouvelles. Donc c'est vrai que là, on est sur un format plutôt de 30 pages à peu près par nouvelle. Et vraiment, il n'y a rien à faire. Je préfère lorsque l'on est plutôt sur ce type de nouvelles très longues, voire de petits romans. J'ai néanmoins eu une vraie préférence, vous l'aurez compris, donc pour les Langoliers, qui pour ma part est une vraie belle réussite, que ce soit en termes de tension, de proposition sur la fin du monde, ou encore même de réflexion sur la notion de temporalité. J'espère donc découvrir très prochainement Minuit 4, qui est donc un autre recueil de nouvelles de King, en espérant y trouver donc des nouvelles qui soient peut-être dans la même veine que celles qu'il y avait dans Minuit 2. Bon, spoiler, je viens de commencer un autre King, et il ne s'agit pas de Minuit 4, mais ouais, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il y passe tout de même en 2024. Et puis, comme vous l'aurez peut-être vu, hein, tous les petits signets que j'ai pu mettre, je le répète pas à chaque fois, mais comme d'habitude, il y a bien sûr de nombreuses connexions avec le multivers de King. On y parle notamment de Derry, on y parle aussi de l'assassinat de Kennedy, 22/11/63. Qu'est-ce que l'on avait encore comme connexion? Ah oui, on y parle des disparitions sur l'île de Roanoke, qui est un mystère qui revient là encore dans plusieurs titres de King. Enfin bref, vous aurez compris un petit peu le délire. Je ne cesse de le dire, King crée tout un univers ultra connecté et ça fait vraiment partie, je trouve, des choses en tant que fan qu'on apprécie tout particulièrement. En tout cas que moi j'adore vraiment me plonger dans ces livres et me dire ah ouais mais attends, le personnage là en fait c'était le personnage qui ici faisait ça et lui donc il vient de la même ville que lui et là on est dans le même univers. Enfin bref, j'avoue que parfois ça retourne un peu le cerveau mais en même temps il y a un petit côté chasse au trésor et stimuli intellectuel que moi en tout cas j'adore. Voilà, c'était donc les 4 lectures que j'avais à vous proposer aujourd'hui. J'espère en tout cas que mes avis, comme d'habitude, vous auront intéressé et vous auront peut-être aussi un petit peu diverti, hein, parce que je sais très bien que pas mal d'entre vous m'écoutent blablater en faisant toute autre chose. J'espère que vous êtes tout de même un tout petit peu attentifs et que je ne sers pas juste de bruit de fond. En tout cas, vous le savez, hein, si vous voulez aider la chaîne, la meilleure chose à faire, c'est encore de mettre un petit pouce levé si vous avez aimé tout ça et puis pourquoi pas de laisser aussi un petit commentaire. De mon côté, je vous retrouve, à mon avis, prochainement pour un book haul parce que je suis allée encore tout à l'heure là en librairie. En même temps, c'était prévu parce que je tourne aujourd'hui, nous sommes le 7 février et il y avait pas mal de sorties qui m'intéressaient le 7 février. Donc, ouais, je pense qu'à mon avis, la prochaine vidéo sera donc un book haul. Et j'espère que vous l'apprécierez parce qu'il y aura beaucoup de matière et que, à mon avis, après ça, vous n'allez pas en retrouver sur la chaîne avant un bon moment. Et puis, je vais aussi vous tourner assez rapidement un autre point lecture parce que ma foi, j'ai un rythme de lecture plutôt pas dégueu en ce moment et que j'enchaîne pas mal. Donc forcément, il va falloir que je vienne vous parler un petit peu de tout ça. Soit, j'espère donc en tout cas que vous serez au rendez-vous et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite comme d'habitude paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!